À tous. Donc, comme vous a dit Johannes, je suis en deuxième année de doctorat et donc je suis sous la direction des professeurs Collet Pascal qui est au LPC et Telly Marion qui est au LPL. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc les résultats de deux projets que j'ai réalisés donc dans le cadre de mon projet de thèse. Donc rapidement, hein, pour une petite mise en contexte, mon projet de thèse s'intitule l'apport du geste iconique dans l'acquisition du vocabulaire et la compréhension orale en grande section de maternelle. Donc, des gestes iconiques, c'est simplement des gestes qui illustrent le référent du mot à apprendre. Donc, simplement, par exemple, pour le mot conduire, le geste iconique associé va être un geste des mains comme ça. Donc, c'est un projet totalement interdisciplinaire, qui bénéficie donc de l'apport de différents domaines comme la psychologie cognitive, les neurosciences cognitives, les sciences du langage, mais également les études gestuelles ou encore la didactique du français. Donc, on distingue deux objectifs principaux pour mon projet de thèse. Donc, le premier, ça va être d'évaluer l'utilisation des gestes iconiques par les enseignants et leur reproduction par les élèves comme une pratique pédagogique qui puisse accroître le vocabulaire et in fine la compréhension orale. Donc pour illustrer cela, je vais vous présenter les résultats d'une étude pilote que j'ai pu conduire en juin 2021. Et une autre finalité de ma thèse, finalement, ça va être de proposer un module de formation autour de la gestuelle pédagogique et de son intérêt pour l'enseignement. Et donc, pour illustrer cela, je vais vous présenter les résultats d'une enquête que j'ai réalisée auprès des enseignants de grande section de maternelle. Donc, je vais tout d'abord commencer par un rapide état de l'art. Ensuite, je vous présenterai les résultats de mon questionnaire et ensuite, je vous parlerai des résultats de l'étude pilote. Donc, tout d'abord, pourquoi on se concentre spécifiquement sur les compétences du langage oral? Donc, comme on a pu le voir tout à l'heure et comme l'a dit Johannes, parce que c'est des compétences qui sont centrales pour l'apprentissage de la lecture, comme le montre ici le modèle simple de la lecture. Donc, en effet, on sait que les compétences de compréhension écrite dépendent finalement de deux types de processus. Donc, tout d'abord, des processus ici qui sont spécifiques à la lecture, donc qui sont l'identification des mots écrits par le biais du décodage, mais également des processus de plus haut niveau et qui cette fois-ci ne sont pas spécifiques à la lecture, dont le vocabulaire est une des composantes centrales. C'est pour cela, finalement, que l'on considère le vocabulaire comme un des prédicteurs essentiels de la réussite future en lecture. Néanmoins, comme vous le saviez sûrement, on constate en pratique, notamment par les enquêtes de l'ADEPE, que la compréhension orale fait partie des compétences les plus faibles à l'entrée au CP et également les compétences où les écarts entre les enfants scolarisés au sein de réseaux d'éducation prioritaire ou hors REP et REP+, sont les plus marqués. D'où l'importance, finalement, de proposer une méthode qui puisse accroître l'apprentissage du vocabulaire avant l'apprentissage formel de la lecture. Donc, mon projet se place dans le cadre théorique que l'on nomme de la cognition incarnée et qui postule finalement que le système cognitif humain est indissociable des expériences à la fois perceptives, motrices et sensorielles que l'humain a avec son environnement. Donc, par exemple, si on s'intéresse aux études en neuroimagerie, et donc si on regarde quelles sont les zones cérébrales activées lors de la lecture de mots, donc par exemple ici, le mot cannelle, on voit qu'on a tout d'abord des aires qui vont être spécifiques au traitement du langage, mais également des aires perceptives, comme ici les aires visuelles ou des aires olfactives, et également des aires motrices et émotionnelles qui ne sont pas présentées ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir finalement? C'est que le
le système cognitif humain est un système de traitement de l'information purement multimodal et qui va encoder les concepts en fonction des différentes propriétés sémantiques. Donc, dans mon cas, la réalisation de l'acte moteur durant l'apprentissage du vocabulaire. Pardon, j'ai eu un petit souci avec le micro. Donc, je disais que dans mon cas, la réalisation de l'acte moteur durant l'apprentissage, finalement, devrait permettre de favoriser son acquisition en connectant plus étroitement les différentes propriétés des mots, et ce qui favoriserait à terme forcément le stockage en mémoire et la récupération. Donc, en effet, dans ce paradigme, un certain nombre d'auteurs prônent finalement pour une pédagogie incarnée où l'accent est mis sur l'engagement corporel des enfants dans leur apprentissage. Et donc, dans mon cas, celui du vocabulaire. Donc, avant d'étudier finalement d'un point de vue expérimental quels étaient les bénéfices de l'utilisation des gestes, j'ai réalisé une étude de terrain afin de proposer un état des lieux des pratiques gestuelles en grande section de maternelle. Donc, je vais tout d'abord commencer par faire une petite précision terminologique parce que j'entends par geste pédagogique. Donc, quand je parle de geste pédagogique, je fais référence à la typologie qui a été développée par Tellier en 2008 et qui a distingué des terminologies de gestes professionnels ou gestes didactiques que l'on peut retrouver en sciences de l'éducation. Donc, en effet, ces concepts finalement font référence aux gestes de manière plus métaphorique dans le sens de l'action ou l'activité d'enseignement, alors que nous, lorsqu'on parle de gestes pédagogiques, on parle des gestes au sens premier du terme, c'est-à-dire l'utilisation du corps, et plus particulièrement des mouvements des mains, des bras, parfois du visage aussi, quand c'est pertinent, qui vont être coordonnés à la parole. Et donc, ces gestes pédagogiques sont connus pour exercer les 3 fonctions principales de l'enseignement, que sont transmettre l'information, animer la classe et évaluer les élèves. Donc, pour vous présenter donc rapidement mon questionnaire, donc c'est un questionnaire que j'ai réalisé avec un logiciel français, donc le Sphinx, qui comportait donc 7 questions ouvertes. Ici, je vous en présenterai que 5 et 2 questions fermées. Au total, on a eu un retour de 73 enseignants et enseignantes, dont 72 femmes et un homme. Donc, concernant le secteur d'enseignement, donc, les enseignants sondés exercent majoritairement dans le secteur public hors réseau d'éducation prioritaire, comme on peut le voir ici. Et concernant leur expérience professionnelle, on constate que les enseignants sont majoritairement experts dans leur métier d'enseignant. Comme on peut le voir ici en bleu, on a 49% des enseignants qui ont 15 ans ou plus d'expérience professionnelle. Ensuite, en ce qui concerne l'expérience spécifique à la grande section maternelle, on constate qu'on a environ 60% des enseignants qui ont 5 ans ou plus d'expérience. Donc maintenant, je vais vous présenter donc, les résultats liés à l'analyse de contenu que j'ai réalisé sur à la fois les questions fermées et les questions ouvertes. Donc, les 2 premières questions, finalement, portaient sur l'utilisation de la gestuelle pédagogique dans les activités de classe. Donc, on a demandé aux enseignants dans quel type d'activité ils avaient pour habitude ou non d'utiliser les gestes et également quelles étaient les raisons pour lesquelles les enseignants utilisaient les gestes pédagogiques ou non dans leur classe. Donc, le premier constat qu'on a pu faire, c'est que les gestes pédagogiques font partie intégrante des activités de classe en grande section de maternelle, puisque seulement 4 enseignants ont déclaré ne pas utiliser de gestes au cours d'activité.
Donc, deuxième point important, c'est que la majorité des enseignants considèrent les gestes comme une aide dans les apprentissages et plus particulièrement une aide à la mémorisation. Donc, comme le peut dire ici l'enseignante 42, qui dit que pour elle, c'est important à son sens que les enfants puissent associer un geste pour aider la mémorisation, mais c'est également une aide à la compréhension. Comme on peut voir ici l'enseignante 59 qui dit que pour elle, les gestes pédagogiques sont un outil pour se faire comprendre. Donc maintenant, quand on regarde les types d'activités dans lesquelles ces gestes sont utilisés, on constate que les gestes sont utilisés majoritairement au cours d'activités langagières. Donc les activités qui sont les plus revenues sont les activités autour des chants, comptines, poésie ou lors de l'entraînement à la conscience phonologique. Et également lors d'activités non langagières. Donc ici, c'était plutôt des activités autour des mathématiques, et plus particulièrement pour le comptage. Ensuite, ce qu'on a pu constater, c'est qu'un certain nombre d'enseignants et d'enseignantes nous ont dit que les gestes étaient pour eux une aide pour les besoins spécifiques, à savoir pour les enfants allophones. Comme ici, l'enseignante 38 qui nous dit que finalement, c'est sa manière à elle de se faire comprendre aux enfants allophones. Et également pour des élèves qui vont être en difficulté ou alors petits parleurs. Donc finalement, ces réponses finalement, confirment l'importance d'aller étudier l'effet de la gestuelle chez des enfants qui n'ont pas nécessairement la langue française pour langue maternelle ou qui ont des difficultés, car ça pourrait être un moyen de faciliter l'acquisition du vocabulaire. Néanmoins, à ce jour, dans la littérature scientifique, on n'a pas de travaux qui tiennent compte justement de ces difficultés-là. Donc, d'où l'importance d'aller mener des études en REP et en REP+. Et enfin, le dernier rôle, finalement, qui a été mis en lumière par les enseignants, c'est que les gestes sont une aide à l'animation de classe et plus particulièrement à la gestion de classe et à la gestion des interactions. Donc, par exemple, les gestes peuvent aider lors de l'explication de consignes pour se faire mieux comprendre et mieux imager, comme le dit l'enseignante 9. Les gestes permettraient également de mobiliser les élèves ainsi que d'attirer leur attention, comme peut le dire ici l'enseignante 70. Et enfin, on constate également que les gestes peuvent être une aide pour réguler le volume sonore et avoir le retour au calme dans une classe. Donc, par exemple, l'enseignante 69 nous dit qu'elle essaye parfois de parler le moins possible et qu'elle utilise des gestes pour garder le calme dans sa classe. Donc, ce qui est intéressant avec ces réponses ici, c'est qu'on illustre finalement la notion de code gestuel commun. Et finalement, c'est des gestes qui doivent être répétés de manière régulière, qui doivent être toujours associés au même sens afin qu'ils puissent être compris par les apprenants. Donc, ensuite, la troisième question portait sur l'utilisation des gestes pédagogiques de manière spécifique lors de l'introduction de mots nouveaux, car c'est le cœur de mon projet de thèse. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, on a quasiment ici 50% des enseignants qui nous ont dit utiliser des gestes lors de l'introduction de mots nouveaux. Néanmoins, si on regarde la fréquence d'utilisation de ces gestes, on constate que les gestes sont utilisés de manière régulière uniquement pour la moitié de ces enseignants. En effet, certains, donc à peu près 22% des enseignants, nous ont dit avoir recours aux gestes que de manière ponctuelle en fonction du type de vocabulaire. Donc, par exemple, les verbes d'action et également certains des gestes qui étaient cités n'étaient pas nécessairement en lien avec le sens du mot à apprendre, mais relevaient plutôt de l'ordre du rituel. Donc, on va par exemple
une enseignante m'a par exemple dit qu'elle mimait l'ouverture de la boîte et elle mimait l'imprégnation du mot de vocabulaire au niveau du cerveau. Quatrième question. Donc, on a également, comme on souhaite mettre finalement, comme je vous l'ai dit, l'accent sur l'engagement corporel des enfants dans leur apprentissage, on a demandé aux enseignants s'ils avaient pour habitude ou non de faire reproduire leurs gestes par les enfants. Donc, ici, encore une fois, des résultats plutôt encourageants, car on constate en bleu ici qu'il y a quasiment 2 tiers des enseignants qui font reproduire les gestes par les enfants, mais encore une fois, tous ne le font pas de manière régulière ou systématique. Donc, par exemple, les enseignants ici qui nous ont dit utiliser les gestes de manière spécifique, c'était plutôt en fonction finalement des activités de classe, donc, et en fonction du contexte, quand, par exemple, lors de l'entraînement à la conscience phonémique, beaucoup d'enseignants et d'enseignantes nous ont dit finalement utiliser la méthode Borel-Mesoni. Donc la méthode Borel-Mesoni, j'imagine que ça parle à tout le monde, mais c'est l'association d'un geste à un phonème. Donc, par exemple, pour le F, on a comme ceci. Et donc forcément, cette méthode demande de reproduire les gestes. Ou encore, par exemple, lors de chant, comptine et poésie, c'est vrai que c'est un contexte qui se prête facilement à la reproduction des gestes, mais ce n'est pas nécessairement pour l'apprentissage du vocabulaire comme on le souhaite. Enfin, l'un des points essentiels aussi de ce questionnaire, c'était d'étudier finalement quel était le degré de conscientisation de l'utilisation de la gestuelle par les enseignants. Donc, ce qu'on a pu relever ici, c'est qu'il existait vraiment un continuum entre des enseignants ici qui sont pleinement conscients de leur gestuelle et d'autres ici qui ne le sont pas du tout. Donc, vous allez me dire peut-être qu'est-ce que c'est être pleinement conscient de sa gestuelle. Les enseignants qu'on a considérés pleinement conscients de leur gestuelle, c'est des enseignants qui verbalisaient en fait 2 versants de leur gestuelle, c'est-à-dire une gestuelle plutôt spontanée et inconsciente que l'on fait lorsqu'on parle, ce que je suis en train de faire là, c'est un geste qui est plutôt co-verbal, et un autre versant plus conscientisé et plus pratique, dirigé vers un apprentissage. Donc, certaines enseignantes nous ont dit, par exemple, préparer en amont les gestes qu'elles comptaient faire, ou alors certaines, c'était même filmer pendant les temps de classe afin d'avoir un retour sur leur posture en tant qu'enseignante, afin de pouvoir travailler ce point-là. Enfin, donc ici, vous avez les résultats des 2 questions fermées. On a demandé aux enseignants et enseignantes s'ils avaient déjà reçu une formation sur l'utilisation de la gestuelle pédagogique et de son intérêt pour l'enseignement, et si, oui ou non, ils seraient intéressés pour recevoir une formation de ce type. Donc, si on regarde ici les résultats concernant la formation à la gestuelle, on constate qu'il y a une grande majorité, donc on a 89% des enseignants sondés qui n'ont pas été formés à cette question-là. Néanmoins, si on regarde ici l'intérêt pour recevoir une formation de ce type, on voit que 85% des enseignants se sont dit intéressés pour une formation sur la gestuelle. Donc, pour faire un petit résumé sur ce que je viens de vous présenter, donc la première chose, c'est que ce qu'on a pu constater finalement, c'est une forte intuition de la part des enseignants vis-à-vis de l'utilisation de la gestuelle pédagogique, parce qu'en effet, elles attestent des effets bénéfiques de la gestuelle dans le cadre
tout d'abord des apprentissages, mais aussi de la gestion de classe que l'on peut retrouver dans la littérature scientifique. Maintenant, en ce qui concerne spécifiquement la question de la gestuelle pédagogique pour l'apprentissage du vocabulaire et la reproduction de ces gestes, on a vu que c'était une pratique qui était existante, néanmoins, son utilisation était variable. Enfin, comme on a pu le voir, le degré de conscientisation de cette gestuelle-là était lui aussi variable, et donc on a pu mettre en avant un besoin de formation à ce sujet. Donc maintenant qu'on a vu de manière pratique quelles étaient l'utilisation de la gestuelle en classe, on va s'intéresser à l'apport des gestes d'un point de vue un petit peu plus expérimental. Et donc, je vais vous présenter les résultats d'une étude, les résultats préliminaires d'une étude que j'ai, comme je vous ai dit, que j'ai conduite en juin 2021. Donc, pour cette étude, on a inclus 30 enfants donc en grande section de maternelle qui avaient entre 5 ans et demi et 6 ans et demi. Donc, on a compté 13 filles et 17 filles, pardon, et 13 garçons. Donc, ces enfants étaient scolarisés hors réseau d'éducation prioritaire. Donc, on leur a proposé d'apprendre 20 mots nouveaux, donc qui étaient soit des verbes d'action, type froisser ou retrousser, ou alors des noms communs qui étaient soit des parties du corps, soit des instruments de musique ou des objets. Et donc, ils avaient à apprendre ce vocabulaire sous 2 méthodes. Donc, tout d'abord, ici, le vocabulaire était enrichi soit d'une image, donc ici pour le mot grelotter, et ici, pour la deuxième méthode, donc le mot était enrichi d'un geste qu'ils visualisaient tout d'abord et qu'ils avaient à reproduire ensuite. Donc pour chaque méthode, on a réalisé 2 séances sur la même semaine. Et donc les séances se déroulaient par groupe de 3 ou 4 enfants, durant lesquels on leur présentait une vidéo. Donc la vidéo a le même format pour les 2 conditions, c'est-à-dire qu'on leur présentait un mot, puis un stimuli en fonction de la condition, donc soit une image, soit un geste, puis la définition. Et donc, pour les 2 méthodes, les enfants devaient répéter les mots de vocabulaire, et pour la méthode geste, ils avaient pour consigne de reproduire les gestes. Donc, pour évaluer l'apprentissage du vocabulaire, on a proposé 4 tâches. Donc, la première, qui est une tâche de reconnaissance pour évaluer la mémorisation passive du vocabulaire. Donc, dans cette tâche-là, les enfants, on disait un mot aux enfants et ils devaient nous dire si oui ou non c'est un mot qu'ils avaient entendu durant l'entraînement. Ensuite, on a proposé 2 tâches pour évaluer la mémorisation active du vocabulaire. Donc, tout d'abord, une tâche de rappel. Donc, les enfants avaient pour consigne de rappeler le plus de mots possible qu'ils avaient entendus durant l'entraînement. Et ainsi qu'une tâche de dénomination, où cette fois-ci, on leur présentait un stimulus, donc soit une image, soit un geste, et ils avaient à retrouver le mot associé. Et ensuite, enfin, on leur proposait une tâche de définition où là, ils avaient simplement à définir le mot qui était énoncé avec leur propre mot. Donc, je fais juste une petite note. Bien sûr, les séances d'entraînement se déroulaient en collectif, donc par groupe de 3 ou 4 enfants, mais l'évaluation était bien entendu individuelle. Donc, avant de vous présenter les résultats, enfin les analyses statistiques, je veux juste faire un petit point sur le score que vous allez voir, qui est un score qui peut être négatif ou positif. C'est simplement, en fait, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est simplement pour vous dire que le score n'est pas un score brut, par exemple le nombre de mots rappelés sur 10, mais c'est un score qui est extrait
du modèle de Rasch qui permet d'obtenir une compétence par enfant en fonction du niveau de difficulté des items. Donc, si on regarde ici un petit peu, ici vous avez la distribution des élèves. Donc, pour la tâche de dénomination en méthode image après la deuxième séance, et ici vous avez les items. Donc, les enfants qui vont avoir un score négatif, ici, sont les enfants pour lesquels la tâche est la plus difficile, alors que les enfants qui ont un score positif, et ici qui se rapproche vers de 2,5, sont les enfants qui ont le mieux réussi la tâche. Et donc, ici, on a la distribution des items qui ont été proposés. Et donc, à l'inverse, ici, les items qui sont sur le bas de la distribution sont des items qui ont été majoritairement réussis par les enfants. Donc ici, les items 5 et 6 étaient les plus faciles. Donc, si on regarde, ce sont les items mèche et cloué qui étaient le plus souvent dénommés. Et à l'inverse, les items 8 et 9 étaient les items qui ont posé le plus de difficultés aux enfants. Donc, si on regarde ici, on voit que c'est les items tempe et clavicule qui étaient le moins fréquemment dénommés par les enfants. Donc, maintenant, pour la tâche de reconnaissance, donc, comme je vous ai dit, ici, on a le score des enfants en fonction des séances, donc la première et la deuxième séance, et on a les deux méthodes. En bleu, la méthode image, et en jaune, la méthode geste. Et donc, ce qu'on peut constater ici, c'est que lors de la deuxième séance, le nombre de mots qui étaient correctement reconnus était plus important en méthode geste qu'en méthode image. Ensuite, quand on s'intéresse à la mémorisation active du vocabulaire, notamment avec la tâche de rappel, on constate ici que, indépendamment des séances, pour la séance 1 et pour la séance 2, le nombre de mots qui étaient rappelés par les enfants est plus important, encore une fois, en méthode geste qu'en méthode image. Donc, je ne vous présente pas les résultats pour la tâche de dénomination, étant donné que pour cette tâche-là, on n'a pas retrouvé d'effet de méthode, mais uniquement un effet d'entraînement lié à la séance. Et enfin, dernier point important, pour la tâche de définition, donc ici, je présente les choses de manière un petit peu différente. Donc ici, vous avez encore une fois le score. Ici, vous avez, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, pardon, mais avant de débuter l'entraînement, on a fait passer des tests standardisés aux enfants pour évaluer leur niveau de vocabulaire et leur niveau de motricité au préalable. Donc ici, vous avez le niveau de vocabulaire des enfants et encore une fois, les deux méthodes. Et finalement, ce qu'on peut voir ici, c'est que l'effet de la méthode, finalement, dépend du niveau de vocabulaire des enfants. Donc, si on regarde ici, dans ce carré-là, ce qu'on voit, c'est que pour les enfants qui ont un niveau, on va dire, moyen plus à haut, les gestes leur permettent de définir un nombre plus important de mots, alors que pour les enfants qui ont un bas niveau de vocabulaire, ici, c'est plutôt la méthode geste qui va leur permettre de définir le plus de mots. Donc, l'hypothèse ici que l'on peut faire finalement, c'est que la tâche était trop compliquée pour les enfants qui ont un niveau de vocabulaire les plus faibles, car c'est un entraînement qui était assez court quand même. Je vous ai dit, il y avait 2 séances et au total, on avait 4 présentations de la vidéo. Donc, l'idée ici, ça serait finalement d'intensifier les entraînements pour les enfants qui ont un plus bas niveau de vocabulaire afin de voir si, oui ou non, l'utilisation de la gestuelle peut être bénéfique pour eux. Donc voilà, donc pour faire un résumé par rapport à ces résultats un peu plus expérimentaux, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des résultats préliminaires qui sont encourageants en faveur de l'utilisation, finalement, donc
la visualisation et la reproduction des gestes lors de l'apprentissage. Néanmoins, bien sûr, ces résultats tendent à être confirmés avec un échantillon plus important. On souhaite également ajouter des mesures à long terme pour étudier l'effet sur la rétention. Donc, on va inclure des mesures à J+7 et J+21 après l'entraînement. Et ensuite, l'objectif est d'aller conduire cette étude-là en REP et en REP+, et en intensifiant l'entraînement, bien entendu. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Anaïs. C'était très clair, très intéressant. Donc, on a quelques questions dans le chat. Comment les mots à enseigner à apprendre ont été choisis? Oui, alors attendez, je vais... Alors, on a fait deux choses. Donc, d'abord, on s'est basé sur une base de données, donc Manulex, qui a été développée par Springer-Charolles et Collet, qui regroupe, qui s'est basé sur un corpus de 54 manuels scolaires. Et donc, cette base de données nous permet d'obtenir la fréquence d'occurrence des mots en fonction du niveau des enfants. Donc, la première chose, ça a été de faire une présélection de ces mots-là. Et la deuxième chose, ça a été, chose que j'ai pas précisé ici, mais finalement, dans le questionnaire qu'on a diffusé aux enseignants, il y avait une première partie, en fait, qui était liée à l'évaluation du vocabulaire. Et donc, les enseignants devaient juger si les mots étaient plus ou moins familiers pour les enfants. Et nous, on a sélectionné ici les mots de vocabulaire qui étaient considérés comme le plus faiblement connus ou peu connus par les enfants. Voilà. Très bien. Il y a une deuxième question sur le groupe contrôle, donc le groupe témoin. Est-ce qu'on présentait les mots nouveaux, les bras ballants et le visage impassible? Comment peut-on isoler l'effet de la méthode geste? Alors, pour le groupe témoin, en fait, c'était notre groupe contrôle à nous, c'était la présentation d'images. Donc, on n'avait pas cet effet de garder les bras ballants. On va dire que c'était un groupe contrôle actif. Néanmoins, ce qu'on prévoit de faire, c'est de reconduire l'expérience en ajoutant finalement une troisième condition qui serait celle uniquement de la visualisation des gestes et non pas de la visualisation et la reproduction, pour voir si finalement l'effet qu'on retrouve ici est bien lié à la reproduction motrice en soi et pas seulement à la visualisation des gestes. Très bien. Philippe, tu peux prendre la parole si je vois ta main levée. Ça va être insupportable. Oui, bonjour, merci Anaïs. En fait, j'aimerais savoir, parce que tu as parlé de la méthode Borel-Mazzoni, qui, d'ailleurs, mon fils, il était alphabétisé par un enseignant qui utilisait cette méthode. Et j'ai toujours regretté le fait que les gestes qui accompagnaient les phonèmes, l'association avec la lettre, ils étaient non iconiques, qu'ils étaient arbitraires. Et donc, une chose que je me suis posée comme question, est-ce que ton étude, c'est sur l'impact de gestes iconiques pour les vocabulaires? Mais je me suis posé la question, est-ce que vous avez pas intérêt de faire une manip aussi sur l'impact de gestes iconiques pour l'apprentissage de la correspondance graphème-phonème? Pour les décodages, pas pour les vocabulaires, mais pour les décodages, c'est-à-dire en méthode Borel-Mazzoni iconique. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un petit commentaire qui dit qu'ils ne sont pas forcément arbitraires, qui sont liés au système phonatoire. En fait, c'est sûr. Après, c'est vrai que ça dépend. On va dire que ça dépend. On va dire que ça dépend des phonèmes. Par exemple, pour le S, on a
pour le serpent. Donc là, on est quand même sur un geste qui est iconique, mais on va dire que le degré d'iconicité varie en fonction peut du varier. phonème. Ouais. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant de regarder déjà avec la méthode Borel-Mesoni, on pourrait peut-être déjà quantifier le niveau d'iconicité des gestes et regarder si il y a une différence finalement entre les gestes plutôt iconiques de la méthode et les gestes qui ne le sont pas. Ouais, spontanément. Ou même faire une chose contrôlée, totalement iconique et totalement arbitraire, confronter les deux pour voir les effets. Ouais. Après, c'est vrai qu'en tout cas, pour le vocabulaire spécifiquement, ce qu'on peut voir dans la littérature, c'est qu'il y a des études qui ont montré, par exemple, que quand on compare l'utilisation d'un geste iconique avec un geste justement non iconique et qui va à l'encontre, donc qui est incongruent avec le sens, Oui. on a un effet délétère en fait sur l'apprentissage. Donc c'est pour ça que je parlais des gestes. Certains enseignants m'ont dit utiliser des gestes plutôt de l'ordre du rituel, donc d'aller d'aller porter le mot au niveau de la tête pour mimer l'encodage. Finalement, ces gestes-là ne sont pas forcément nécessairement les plus pertinents pour l'apprentissage du vocabulaire. Ouais. Non, je comprends bien les incongruentes d'aller contre, mais je pense que ça c'est important de montrer clairement qu'il est iconique, il est supérieur au non iconique. Oui. Ok, merci. Alors, par rapport aux pistes. Oui, vas-y. Ouais, j'ai vu la question. Alors oui, on a des pistes. Alors l'idée déjà, ça serait d'avoir une première partie de la formation d'un ordre un peu plus théorique pour montrer finalement ce que la recherche dit de l'utilisation des gestes. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je travaille spécifiquement sur l'acquisition du vocabulaire, mais on sait que c'est bénéfique dans d'autres apprentissages également. Donc voilà, une première partie théorique et une deuxième partie sous forme d'atelier, finalement. Ça serait bien, enfin, moi ce que j'imaginais, ça serait ça, des ateliers où potentiellement on pourrait demander aux enseignants de se filmer pendant des sessions de classe. Et ensuite, on pourrait en collectif travailler, enfin regarder les films et travailler sur la gestuelle et donner, on va dire, des éléments qui étaient pertinents ou non, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui a été fait justement par ma directrice de thèse, plutôt dans le cadre de l'apprentissage des langues étrangères, mais c'est quelque chose qui avait bien fonctionné aussi, parce que finalement, surtout, on va dire, chez les jeunes enseignants, ce qu'on peut voir, c'est que la gestuelle peut même être ambiguë et peut avoir un impact finalement négatif sur les apprenants. Donc, ça serait vraiment autour de l'optimisation, on va dire, de la gestuelle, parce que il n'est pas du tout question ici de contraindre des enseignants à faire tel type de geste pour les mots, mais plus de leur donner les clés en main pour pouvoir proposer des gestes iconiques en fonction du vocabulaire. On a Julie Perron qui intervient. Aucun des gestes. Vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Madame Perron. Oui, bonjour. Non, c'était suite à la discussion que nous avions là sur les gestes Borel-Mesoni. Il me semble, moi, que dans cette méthode, aucun des gestes n'est vraiment arbitraire, puisqu'ils sont soit liés à la façon que l'on a de produire le son correspondant à la lettre, soit liés à la forme de la lettre elle-même. Oui, Voilà. tout à fait. Oui, tout à fait, c'est bien ça, mais du coup, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est pas nécessairement des gestes du coup qui sont iconiques. Tout à fait. Donc c'est ça aussi, c'est voir finalement est-ce que le degré d'iconicité est important aussi pour l'apprentissage des sons ou pas. Et pour la deuxième partie de ta thèse, est-ce que toi, tu as un terrain déjà établi ou comment ça se passe? Est-ce que tu cherches à accompagner un groupe qui veut travailler sur le vocabulaire ou
Il y a des idées, des pistes élargir Alors oui, alors pour ce qui concerne, le terrain hors REP, je l'ai, il est en place. Pour ce qui est des classes hors REP, je suis à la recherche de terrain. Donc si des personnes sont intéressées par le projet, ça serait avec plaisir. Ça serait plutôt pour à partir de septembre, donc la rentrée, euh, la rentrée prochaine. Euh, et ensuite, ce que j'aimerais pouvoir faire, mais je pense qu'avec Empirique, il faudra qu'on discute de ça, mais voilà, c'est de créer un petit peu des ateliers de discussion aussi avec les enseignants pour pouvoir justement co-construire cet atelier-là de formation pour savoir quelles seraient leurs attentes aussi par rapport à ça. Donc, ça veut dire que vous êtes à la fois finalement dans un appel à recherche collaborative, en recherche de terrain sur du hors éducation prioritaire, mais aussi force de proposition pour animer des formations en circonscription, c'est ça, des interventions pour former des gens en circonscription ou même au niveau départemental ou alors au niveau académique sur cette thématique-là au niveau de la maternelle? Oui, ça serait. Oui, Ouais. c'est ça. C'est ça. Après, je sais pas si j'ai mal entendu ou quoi, mais le terrain que je recherche, c'est vraiment REP et REP+. Oui, c'est l'inverse, donc du coup, Oui. tu cherches REP, Oui. REP+, et… Oui, D'accord. REP et REP+, Très bien. pas hors Voilà. REP et REP+, D'accord. c'est déjà en place. Très bien, j'avais mal compris, effectivement. Donc, vous cherchez des écoles en éducation prioritaire, mais c'est pas Oui. ce qu'il y a pourtant, hein, là, ou en éducation prioritaire renforcée pour expérimenter. D'accord. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que le contexte sanitaire, je pense, l'accès au terrain est assez compliqué, on va dire, dans ces circonstances-là. Donc, Potentiellement, donc voilà, c'est une petite idée de projet qui pourrait être intéressé, un réseau académique ou une constellation. C'est typiquement ce genre de projet parce qu'il n'y a pas Anaïs tout seul, parce qu'Anaïs est encadrée par deux expertes, Pascal Collet, professeur en psychologie cognitive qui a beaucoup travaillé sur le langage oral et la morphologie. C'est une experte de traitement morphologique de la lecture. Donc, quand on dit morphologique, c'est forcément la composition des mots avec les familles. Donc là, et Marion Tellier, qui a déjà des projets terrain recherche, action terrain recherche en cours, mais qui est très expérimenté dans ce genre de recherche-action. Donc, après, je ne sais pas leur disponibilité, mais c'est ce genre d'idées assez concret. Je trouve le vocabulaire, c'est un domaine, et l'apprentissage du vocabulaire, c'est extrêmement important. Donc, dans mon titre, je me suis trompé, je dis vocabulaire abstrait parce que c'est encore un autre chantier, comment on peut faciliter l'apprentissage du vocabulaire abstrait aux enfants. Je voulais juste mentionner au passage, c'est que c'est pas du tout, comment on peut dire, parce que quand on dit gestuel, on a l'impression c'est un peu, on rajoute quelque chose, c'est vraiment un mouvement en psychologie cognitive et sciences cognitives de comprendre que finalement, le traitement des mots, le langage oral, n'est pas du tout quelque chose de symbolique et abstrait. On utilise tout le corps pour comprendre. Je vous donne un exemple pour le temps, par exemple. Comprendre le futur et le passé. C'est pas du tout abstrait. On n'a pas d'organe dans le cerveau qui mesure le temps. C'est le temps, finalement, elle est représentée par rapport à notre corps. On dit que le temps futur, c'est vers l'avant ou vers la droite, et le passé, c'est arrière ou derrière. Et d'ailleurs, quand on parle du temps, les métaphores du temps font tous référence à l'espace et donc du coup au mouvement. Donc comment on comprend que le temps a une direction parce que on lit, on écrit, il y a une directionnalité et donc je voulais juste dire que c'est pas du tout quelque chose de trivial de penser que le corps a un rôle dans la compréhension des notions à la fois concrètes, mais aussi abstraites. Et donc, il faut
on peut s'en servir pour faciliter, parce qu'il y a des notions, par exemple spatiales ou temporelles, qui sont très compliquées pour les enfants. Donc, je pense qu'il y a peut-être un projet qui peut aussi aller au-delà déjà du projet existant, pour entamer une réflexion plus générale. Peut-être vous avez aussi des idées, vous, sur certaines catégories de mots. Je vais juste rebondir par rapport à ce que tu disais là. C'est vrai que le temps, c'est déjà un bon exemple sur l'utilisation de la gestuelle pour des concepts abstraits. C'est vrai que surtout qu'en plus, c'est aussi culturellement dépendant, cette notion-là, parce que par exemple, notamment en Chine ou au Japon, ils ont une conception qui est différente aussi de la nôtre. Nous, comme tu disais, on a le passé derrière nous et eux, le futur devant nous, alors que eux, c'est l'inverse. Pour eux, le passé, c'est ce qu'on connaît, donc c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est devant nous, et le futur, c'est ce qui est derrière nous, donc c'est ce qui va arriver. Donc c'est aussi dépendant des cultures et peut-être des systèmes dans lesquels on est. Et après, la question du vocabulaire abstrait, bien sûr, je pense que c'est la suite logique de mon projet. On voulait d'abord travailler sur du vocabulaire concret, parce que c'est vrai qu'on a très peu d'études, d'autant plus en France, sur l'utilisation de la gestuelle, en fait, pour le vocabulaire. Mais en tout cas, en langue seconde, parce que la question de la gestuelle dans la littérature scientifique, elle est beaucoup utilisée dans le cadre de l'apprentissage d'une langue étrangère ou seconde. Et en tout cas, pour cet apprentissage-là, la gestuelle est également bénéfique pour l'apprentissage de mots concrets. Donc, par exemple, la patience, ça serait des mouvements comme ça, doucement. Pour les émotions, on voit aussi facilement qu'on pourrait illustrer avec des gestes comme l'amitié. Voilà, il y a des choses que l'on peut faire avec des gestes. Donc, après, je pense que ce serait peut-être aussi des gestes iconiques et ou des gestes métaphoriques. Il faudrait peut-être aussi élargir le champ. Et bonjour, excusez-moi. Bonjour. Est-ce que vous avez établi un lien entre les classes grammaticales et justement cette production de gestes iconiques? Moi, j'ai l'impression que les enseignants, naturellement, pour les verbes d'action, vont le faire régulièrement, mais peut-être les adjectifs des émotions, mais après, les noms, peut-être un peu moins. Oui, tout à fait. C'est pour ça que quand je présentais les résultats de l'enquête et que je parlais de l'utilisation du vocabulaire, j'ai essayé on va dire de distinguer l'utilisation, parce que c'est vrai que beaucoup d'enseignants et d'enseignantes nous ont dit utiliser les gestes dans le cadre des verbes d'action, et les émotions aussi. Les émotions, c'est quand même un petit peu revenu, mais par exemple, pour les noms communs, c'est vrai que c'est beaucoup moins fréquent. Et j'ai un petit peu moins insisté sur ce point-là sur ma présentation, mais finalement, ce qu'on a vu, nous, d'un point de vue expérimental, c'est qu'il n'y avait pas de différence par rapport à la gestuelle en fonction du type de vocabulaire. Donc finalement, la gestuelle bénéficie à la fois pour des verbes d'action, où le lien moteur est évident, mais également pour des noms, au niveau des noms communs, pour lesquels finalement le lien avec la motricité peut paraître plus éloigné. Donc ça, c'est un résultat aussi qui est important, c'est que finalement, peut-être indépendamment du matériel, on pourrait avoir un effet bénéfique de la gestuelle. Et juste après, je laisse la parole aux autres référents français. Dans de nombreuses classes, c'est Apprenti-Langue qui est utilisé, donc ils ont beaucoup de flashcards. Et en fait, on favorise tout le temps l'apprentissage par classe grammaticale dès la maternelle. Ça fonctionne très bien. Alors peut-être que pour la mémorisation par les gestes iconiques, c'est peut-être aussi une piste. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous pouvez me redire, parce que je n'avais pas entendu parler de cette méthode. Vous m'avez dit le nom, c'était quoi? Apprenti-Langue. D'accord. Moi, on m'a parlé aussi de Naramus. Ah. Oui, mais là, c'est pas pareil. C'est pour développer la syntaxe et le lexique, tout en partant des photos du réel, mais c'est sur des textes narratifs.
D'accord. D'accord, merci. Je note. Alors, il y a d'autres questions encore, hein. Alors, il y a beaucoup de propositions, hein. Beaucoup de propositions d'intervention avec en REP et en REP+, sur des constellations et des écoles entières, hein, qui seraient intéressées. Donc, effectivement, vous avez donné Mon adresse mail. académique, vous pouvez, votre adresse universitaire, hein, je pense qu'on va fonctionner de cette façon-là. Et puis, si ça fait beaucoup de monde, à ce moment-là, les collègues pourront aussi répondre à l'appel à projet. N'hésitez pas à revenir vers nous, hein, à partir de Catherine Piquette, Fabienne Derderian, Bénédicte Collot, moi-même, pour vous mettre en contact et puis pour vous aider dans cette formulation de réponse à l'appel à projet. Mais vous voyez que là, il suffit de présenter, hein, et puis il y a une vraie demande et un vrai intérêt des référents français et mathématiques sur ce type d'approche, hein, de la formation. Il y avait Julie Perron et Philippe qui avez-vous fait des liens avec la gestuelle du langage sourd-muet et labial? Alors, moi, la langue des signes, c'est quelque chose que je connais, que j'étudie pas trop, donc que je connais moins bien. Déjà, ce que je peux dire, c'est que la langue des signes, c'est un langage à proprement parler, avec ses propres règles. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que, bien entendu, dans la langue des signes, on a des gestes iconiques, mais pas uniquement, en fait. Donc les liens, c'est que voilà, on a une partie des gestes qui pourraient finalement se retrouver dans le langage des signes, mais voilà, ça reste minoritaire. Une autre question, alors il y a des échanges autour de Naramus aussi, peut-être. Ouais. On a encore un peu le temps pour une intervention sur Naramus, et puis qui est quand même très, très travaillé, hein, oui. Dans l'académie. Moi, c'est vrai que l'école dans laquelle j'étais, c'est la méthode qu'ils utilisent. Après, je me trompe peut-être, mais moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est de vraiment systématiser justement la partie autour de la gestuelle, parce que c'est quelque chose qui est complémentaire à la méthode, parce qu'il y a d'abord une introduction du vocabulaire au niveau des temps de lecture et tout ça. Mais c'est vrai que la gestuelle arrive, on va dire, dans un deuxième temps, une fois que le vocabulaire a été établi. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est de proposer des gestes dès lors qu'on présente le vocabulaire lors des temps de lecture. Mais oui, c'est vrai que finalement, de ce que j'ai vu, moi en tout cas, c'est la seule méthode qui inclut l'importance finalement aussi de la gestuelle pour une entrée finalement multimodale.